Le 23 novembre 2006, Ange Andréotti exécute Bernadette de 2 balles dans la tête avec cette arme, un pistolet calibre 6,35. Il avait ici une toile dans laquelle ma sœur est tombée rapidement. Et on sait, toute la famille s'est en fait piéger. Dans le box également, Andrés Martinez, l'ami d'Andréotti. C'est lui qui a fourni l'arme du crime. Il ignorait que ce dernier s'en servirait pour exécuter Bernadette. Eh oui, j'en veux. Eh oui. Ne serait-ce que de m'avoir menti, quoi. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais moi, je vais me promener ce qu'il a fait toute ma vie aussi. Pourquoi Andréotti a-t-il commis un tel geste après 3 années de vie commune avec Bernadette? Pourquoi Andrés Martinez a-t-il prêté l'arme du crime? La famille de la victime veut des réponses. Les accusés vont devoir s'expliquer devant la cour d'assises. Nous sommes à Avignon, plus précisément sur l'île Piau, en bordure du Rhône, face au Palais des Papes. C'est là que vit Bernadette Rousseau et ses 2 enfants, Laurie, 15 ans, et son frère Thomas, 9 ans. Bernadette ne s'est jamais vraiment remise de la séparation avec son mari. Elle a voulu garder la maison pour élever ses enfants, mais elle assume seule le crédit et les fins de mois sont difficiles. À 39 ans, pour joindre les 2 bouts, elle accepte un emploi de serveuse dans un bar tenu par son neveu sur la commune du Pontet. Au bar, tout le monde la connaît et l'apprécie. Femme formidable, très gentille, attentionnée dans son travail, attentionnée de la clientèle du bar, de tout le monde. Elle ne faisait pas de distinction ni entre les uns ni les autres. C'était quelqu'un, et on sentait qu'elle voulait travailler, elle travaillait surtout pour élever ses 2 enfants. C'est au bar que Bernadette croise pour la première fois Ange Andréotti. Employé dans une entreprise de graines, il vient souvent prendre un verre le soir avec des collègues après sa journée de travail. En 2003, Bernadette et Ange commencent leur histoire d'amour. Au bout de quelques semaines, elle propose à son amant d'emménager avec elle et ses enfants dans sa maison. Ma sœur, elle avait une détresse affective considérable. Le départ de son mari, ça a été quelque chose d'énorme. Elle en a pleuré des années. Et donc la rencontre avec Andréotti, pour elle, c'était ça a été peut-être une lueur, mais qui va durer peu de temps. Au bout d'1 an de vie commune, les relations du couple se dégradent. La cause du conflit, l'alcool. Andréotti boit beaucoup et fait la fête avec ses copains. Entre elle et lui, les disputes sont nombreuses. À la maison, l'ambiance devient lourde. Ange Andréotti rentre souvent ivre ou disparaît pendant plusieurs jours sans donner de nouvelles. Bernadette n'en peut plus. En juillet 2006, elle lui demande de se trouver un appartement. Après une énième dispute, Ange se montre violent. Bernadette a beau faire semblant, au bar, personne n'est dupe. Bonjour, avant de partir en vacances, en plein mois d'août, un foulard autour du cou, et j'ai vu qu'elle avait des traces vraiment bleues, comme des hématomes. Et elle disait, oh, j'ai une angine et tout. Alors moi qui travaille à l'hôpital quand même, je sais reconnaître si c'est une angine ou des coups ou des hématomes. Tout bascule le 23 novembre 2006. À 10h du matin, Ange Andréotti tire une première balle dans la tête de Bernadette. Quelques minutes plus tard, en voyant que son ex-compagne vit toujours, il tire une 2e balle en pleine tempe. C'était le fait de la perdre, je veux dire, de me retrouver, disons, sans elle. Sans elle, je veux dire, ma vie n'avait plus de sens. Et ça, j'arrivais pas à le concevoir. Palais de justice d'Avignon. Dans quelques minutes, le procès va s'ouvrir devant la cour d'assises du Vaucluse. Le frère et la sœur de Bernadette attendent ce moment depuis 3 ans. À 82 ans, Élise Rousseau, la mère de Bernadette, ne se remet pas de la disparition de sa fille. Ce matin, c'est toute la famille qui fait bloc autour d'elle. C'était notre rayon de soleil. Tous les jours, on était à la maison. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. La cour commence par examiner les faits.
Que s'est-il réellement passé le matin du 23 novembre 2006 ? Ange Andréotti fait son entrée dans le box des accusés. Du côté de la famille Rousseau, les visages se figent. Laurie, la fille de la victime, se retrouve pour la première fois face à l'assassin de sa mère. Elle éclate en sanglots. Puis la présidente demande à Ange Andréotti de s'expliquer sur les circonstances du drame. Le matin du 23 novembre, il quitte son travail sous un faux prétexte. Il prend sa voiture et vient chez Bernadette. Elle lui a demandé de quitter la maison, mais depuis des semaines, il repousse l'échéance, espérant la faire changer d'avis. Vers 10h, il arrive chez Bernadette. Il monte au premier étage et s'installe sur le canapé. Auparavant, il a pris soin de glisser sous sa veste le calibre 6,35 que lui a fourni son ami Andrés Martínez. Bernadette rentre à la maison après avoir conduit les enfants à l'école. À la demande d'Ange Andréotti, elle s'installe sur le canapé. Mais le dialogue ne passe pas. Je vais essayer de réussir à parler correctement, de trouver les bons mots pour la récupérer. Mais j'ai pas trouvé les mots adéquats. J'avais déjà préparé une lettre. Et puis bon, ça y est, il n'y a rien qui a marché. C'est à cet instant précis que tout bascule. Andréotti saisit l'arme et lui tire une balle dans la tête. Bernadette bascule en arrière sur le canapé. Andréotti se dirige vers la cuisine. Il se sert plusieurs verres d'alcool. Soudain, il entend des gémissements dans le salon. La balle a perforé le crâne de Bernadette, mais elle est toujours en vie. Andréotti s'approche et il tire une deuxième balle dans la tempe. À l'évocation de son geste, Andréotti est visiblement ému. Du côté des victimes, cette matinée d'audience a été éprouvante. Tout le monde a entendu le calvaire enduré par Bernadette avant de mourir. Après la suspension de séance, c'est au tour de Martínez de fournir des explications. Pourquoi a-t-il accepté de prêter son arme à Andréotti ? Soi-disant, il se faisait agresser en sortant du travail. Avec les horaires qu'il avait, il se faisait agresser en sortant du travail. Donc, à force de venir me voir, j'ai cédé, quoi. Et je lui ai donné l'arme. Devant les jurés, Martínez avoue que c'est le 15 novembre, 8 jours avant la mort de Bernadette, qu'il donne son pistolet à Andréotti. Mais il fait plus. Ce jour-là, il se rend chez Bernadette et dans le jardin de la victime, il montre à son ami comment se servir du 6,35. C'était dans le jardin, il y avait un sac de plâtre, donc j'ai tiré dans un sac de plâtre. Je lui ai montré comment se servir, donc j'ai mis une balle dans le chargeur, puis j'ai tiré. Puis après, j'ai effacé mes empreintes, voilà, puis après, je lui ai donné l'arme et je lui ai dit, voilà, maintenant, tu te démerdes, c'est ton problème, c'est plus le mien, quoi. Mais pourquoi Martínez efface-t-il ses empreintes s'il est convaincu que son ami ne va pas se servir de l'arme ? C'est la question que lui pose l'avocat des parents de Bernadette. J'ai effacé les empreintes, comme on voit à la télévision. On le voit tous les jours, on efface les empreintes pour qu'il n'y ait pas des empreintes. Vu que, moi, comme je l'ai dit, je ne pensais pas que l'arme allait servir. Mais bon, dans le doute, s'abstenir. Voilà, c'est comme ça, quoi. Martínez maintient donc sa version, celle du copain à qui l'on a menti et qui ignore qu'un drame se prépare. Des explications insuffisantes pour les avocats de la famille de Bernadette. 5 jours après avoir prêté l'arme à Andréotti, Martínez, passablement éméché, s'en vante lors d'un dîner avec une serveuse du bar. « N'as-tu pas peur qu'il s'en serve contre Bernadette ?» s'inquiète la serveuse. « Bien sûr que non », répond Martínez. Mais la serveuse sème quand même le doute dans son esprit. C'était une personne qu'on écoutait. On l'écoutait, cette bonne femme. Elle est assez diplomate, elle est assez, psychologue, voilà. C'est vrai qu'elle m'a fait réfléchir. Du coup, Martínez prétend avoir appelé Andréotti pour qu'il lui rende l'arme le 23 novembre au soir.
C'est ce jour-là, à 10 h du matin, que Bernadette est assassinée. La première journée d'audience s'achève. Pour toute la famille de Bernadette, les débats ont fait ressurgir le drame vécu il y a 3 ans. Palais de justice d'Avignon, dernier jour d'audience. Ce soir, les jurés vont rendre leur verdict. Mais d'abord, ils vont découvrir la personnalité d'Andréotti. Depuis le début du procès, chaque matin, une femme discrète s'installe près du box des accusés. Cette femme, c'est la tante d'Andréotti. Pour moi, c'est un coup de folie. Pour moi, c'est un coup de folie parce qu'il aimait cette dame. Moi, il aimait cette dame. Appelée à la barre, elle raconte l'enfance chaotique de l'accusé. Une mère dépressive et un père alcoolique et violent qui le frappe. Les rares moments heureux de la vie d'Andréotti, c'est avec sa tante qu'il les passe. Comme il venait souvent à la maison, c'est vrai que ce petit, je l'ai aimé comme mon frère, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de différence. Et il était adorable comme tout. Ma tante, c'était pour moi un peu comme ma mère, disons. Elle m'a mené promener en mobilette, elle m'a mené à l'école. On faisait les 4-5 coups sur la mobilette. Et bon, c'était pour qu'on ait mangé des glaces le soir. Elle venait me chercher chez ma grand-mère. On allait au glacier avec la mobilette. Et c'était, bon, on va dire, quasiment les meilleurs moments de ma vie. Il a été séparé Pocheur de ses sœurs dès la naissance. Il a été séparé de sa maman après. Bon, sa maman s'est suicidée, c'est lui qui a été reconnaître le corps à la morgue. À un gamin de 20 ans. C'est pas évident. C'est pas évident, je vous le cache pas. Face aux jurés, les experts parlent aussi d'un repli affectif. Ils décrivent un homme renfermé qui intériorise ses émotions. Je crois plus simplement qu'on ne lui a pas appris à aimer. Voilà. Ange Andréotti ne s'est pas aimé parce qu'il n'a pas été aimé. Une enfance difficile, une psychologie tourmentée, sont-elles autant de circonstances atténuantes? Que vont penser les jurés? À la suspension de séance, le frère de Bernadette ne cache pas son inquiétude. T'inquiète pas, je vais remettre la vérité. J'y vais pour ça, hein. Je vais remettre la vérité. Il peut dire ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut. Maintenant, le fait d'avoir une enfance difficile, si ça autorise le fait de pouvoir un jour tuer quelqu'un, nous, ça ne l'excuse pas. Si tous les enfants qui ont eu des problèmes dans leur vie obtenaient par ce fait le droit de tuer, je crois que la Terre serait en ébullition. Hein. Selon la psychologue, Andréotti aurait la maturité affective d'un enfant de 12 ans. Ce qui explique que pendant le procès, ses avocats doivent parfois le bousculer pour qu'il s'exprime. Non, je voulais vous dire, quand on vous pose des questions, si vous n'avez pas quoi répondre, si vous êtes embarrassé, si vous ne savez pas, n'insistez pas, répondez pas, dites je ne sais pas. D'accord, des fois on pose un peu de questions, on a l'impression que vous essayez de chercher des explications sur des points de détail sur lesquels vous ne vous rappelez pas. Vous dites je ne me rappelle pas, puis quoi. D'accord. Mais si Andréotti a du mal avec la parole, en revanche, il aime les mots. Depuis toujours, il rédige des lettres à ceux qui l'entourent. Pour dialoguer, j'ai toujours tendance à mélanger mes mots. Mes phrases sont incohérentes. Je n'arrive pas à exprimer, je vais dire ce que je ressens. En étant avec une feuille blanche et un stylo à la main, pour moi, c'est beaucoup plus facile. Le 23 novembre 2006, quand les pompiers arrivent au domicile de Bernadette, ils trouvent un premier mot collé sur la porte. Andréotti s'adresse à sa sœur. « J'ai tué Bernadette et moi. Attends-toi à un choc avant de rentrer. » Plus loin, sur une table, un mot d'excuse, cette fois pour les enfants de sa compagne. Mais c'est en arrivant dans le salon où gît le corps de Bernadette que les pompiers trouvent la dernière lettre, écrite par son assassin. « Je ne supporte plus d'être trompé. Comme tu m'as dit pardonne-moi, je te dis de même. Un ange qui t'aime, avec ses qualités et ses défauts. » Andréotti a-t-il eu un coup de folie? Ou s'agit-il d'un crime passionnel? C'est ce que ses avocats vont plaider. Il perd Bernadette, il perd le nid, il perd la protection qu'elle représente. Et puis il perd aussi, je pense, sa dernière chance de construction.
sa dernière chance de stabilité. Pour la sœur de Bernadette, il ne s'agit pas d'un crime passionnel. Ça me fait très mal parce qu'il ne l'a jamais aimé. Pour moi, il a vu ma sœur, il a vu le bar, la maison. Il a vu que ma sœur était trop bonne. Elle rendait service à tout le monde. Il s'en est servi comme d'une bonne. Jamais j'ai vu qu'il aimait ma sœur. Parce que quand on aime, on ne fait pas ça. On ne tue pas comme ça. Et on n'essaye pas de l'étrangler, de la maltraiter. Non, pour moi, il ne l'a jamais aimé, ma sœur. Pour se faire une idée de la violence du crime, la cour montre au juré des photos de Bernadette gisant au sol. Malheureusement, certaines parviennent jusqu'à Élise, la mère de la victime. Bouleversée, elle quitte la salle. Seules les paroles apaisantes de son avocat réussissent à la calmer. Mais aujourd'hui, c'était le plus terrible. Ben oui, aujourd'hui, c'est très très dur, bien sûr. C'est l'arme qui l'a tué. Bien sûr, bien sûr. Je comprends que voir votre fille allongée, c'est pas quelque chose d'agréable. Et c'est quelque chose même de très dur dans les conditions actuelles. Mais je crois aussi qu'il faut savoir que c'est le procès d'Andréotti. Donc à partir de ce moment-là, il faut comprendre que la justice doit avoir une certaine sérénité. Et il faut surtout essayer d'éviter d'avoir des réactions, des réactions spontanées, mais parfois un peu dérangeantes par rapport à l'audience, parce que ça peut nous desservir. C'est dur à supporter pendant des heures, quoi. C'est-à-dire que ça fait déjà 1 jour et demi. Ça fait déjà 1 jour et demi, effectivement, qu'on entend leurs paroles, que vous avez le sentiment d'entendre un certain nombre de mensonges, et que bien évidemment c'est très dur à vivre. Mais en même temps, nous sommes là pour assurer votre défense, et bien évidemment, lorsque nous prendrons la parole, nous reprendrons tous ces éléments point par point, et ce qui a été mensonger, nous le soulignerons. Il est 19h30. L'avocat général requiert 20 ans de prison contre Ange Andréotti pour l'assassinat de Bernadette Rousseau. Il demande aussi 1 an de prison ferme contre Andrés Martínez pour détention d'armes illégales. Avant que les jurés ne se retirent pour délibérer, la parole est une dernière fois accordée aux accusés. Andréotti et Martínez présentent des excuses. Je me suis aperçu qu'il fait quand même plus de mal que ce que je pouvais l'imaginer autour de moi. Et là, ça fait très mal en soi, ça. C'est vrai que d'un côté, ça m'a ouvert les yeux aussi. Et de l'autre côté, après tout le reste, c'est que des regrets. Il fallait que ça sorte quelque part, quoi. C'est en public et devant tous les concernés. Il fallait que ça sorte, quoi. Oui, des excuses, mais ce n'est même pas excusable. À mon avis, c'est même pas excusable. Pour la famille de Bernadette, les excuses ne changent rien. Nous présenter des excuses n'a aucun intérêt, si ce n'est que de vouloir amadouer, je suppose, les jurés. Voilà. C'est de bonne guerre de leur avocat. Mais la partie civile, nous, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes du tout, quoi. Après 3 heures de délibération, la cour entre pour la dernière fois dans la salle d'audience. Le verdict tombe. Ange Andréotti est condamné à 14 ans de prison. Andrés Martínez à 9 mois avec sursis. Du côté des victimes, la déception est immense.